Et nous allons démarrer cette matinée avec la première table ronde, en attendant en fait peut-être que le directeur des musées nous rejoigne. Et je vais laisser la parole à Anne-Bénédicte Levolan, qui est, tu vas te présenter parce que je ne sais jamais dire si tu es responsable du patrimoine à la bibliothèque de Rouen. Oui, bonjour. Vous m'entendez? C'est bien? Oui. Donc, Anne-Bénédicte Levolan, responsable du pôle patrimoine au sein de la bibliothèque de Rouen. Donc, on est très heureux de vous accueillir pour cette deuxième journée, et donc en remerciant l'accueil organisé donc, par la métropole pour cette installation. Pour ma part, je remercie particulièrement Agnès Babois pour toute la partie, notamment organisationnelle de la journée, ainsi que l'ensemble de l'équipe de Normandie Livre et Lecture. On va commencer cette journée donc, qui va être en deux temps. Deux premières interventions, puis après on fera une pause, et puis ensuite deux interventions suivantes. En effet, François Vanoustuys n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, et donc Yvan Leclerc a accepté d'évoquer assez brièvement les questions autour du site Flaubert que François Vanoustuys était censé donc présenter ce matin. Donc deux interventions après une courte pause et les deux interventions suivantes. Ce que je vous propose également, c'est comme les interventions sont sur des thèmes très différents, c'est qu'on prenne les questions à la fin de chaque intervention. Donc vous voyez que ce matin est consacré au patrimoine littéraire. On a fait le choix de présenter ce thème pour plusieurs raisons. Quand on a commencé à travailler sur le thème du patrimoine littéraire, c'était avant le Covid, donc vous voyez, ça remonte déjà à un certain temps. Et on avait en préparation le bicentenaire de la naissance de Flaubert. Donc il nous avait semblé important de mettre l'accent sur ce qu'on allait faire pour le bicentenaire, quelle organisation on allait mettre en place, comment ça allait s'organiser entre les collectivités. Et donc, ça nous avait semblé intéressant d'avoir cette vision-là. Bon, entre le moment où on avait commencé à réfléchir et le moment où les journées ont lieu, donc il s'est passé plus de 2 ans. Donc, on est maintenant à la fin du bicentenaire de la naissance de Flaubert. Tous les événements sont passés, mais si vous souhaitez aborder ces questions-là, voir comment on arrive à fédérer plusieurs collectivités différentes, plusieurs types d'institutions différentes, puisque ça a touché à la fois des musées, des bibliothèques, des services d'archives, du spectacle vivant, des lectures. C'était vraiment extrêmement varié. Donc vous pourrez poser plein de questions donc, à Yvan Leclerc. Alors je vais tout de suite, et puis donc premier point, c'était donc le bicentenaire de la naissance de Flaubert. L'autre aspect qui nous avait semblé intéressant, c'est que la Normandie est particulièrement riche en patrimoine littéraire, qu'il s'agisse de maisons d'écrivains ou de fonds conservés dans les bibliothèques, bien sûr à Rouen, mais partout ailleurs dans la région. Donc ça nous avait semblé intéressant de montrer la variété et la richesse de ces fonds. Et enfin, pour Rouen plus particulièrement, le début des années 2020 donc, a été marqué par de grands chamboulements concernant les musées littéraires. La ville et la métropole maintenant sont riches de 4 musées littéraires, qui sont 2 musées consacrés à Corneille et 2 musées consacrés à Flaubert. J'ai mis à l'entrée un certain nombre de petites brochures concernant le patrimoine littéraire. Et donc, vous pourrez prendre connaissance plus en détail des différents, musées et fonds représentés dans la région. Donc, ces musées qui étaient auparavant
gérés par 3 collectivités différentes, à savoir la ville de Rouen, le département de Seine-Maritime, puis après la métropole et le CHU, donc sont regroupés désormais depuis début 2020 d'une façon un peu plus cohérente, on va dire, et puis permettant, je pense, à terme d'avoir une vraie dynamique et une vraie renommée de ces musées et un investissement financier donc important. Donc c'est pour ça que ça nous avait semblé important de le noter. Et puis, dernier point, c'est le fait que au sein de la Fédération des maisons d'écrivains et du patrimoine littéraire, on a désormais un groupe spécifique à la Normandie, donc depuis également 1 an et demi. Donc ma collègue Bénédicte Dution, qui est présidente de cette partie fédérée, donc qui n'a pas pu être présente aujourd'hui parce qu'il y a notamment à Cerisy ces jours présents, des journées consacrées également au patrimoine littéraire. Donc un sujet porteur. Et donc je remercie l'ensemble des intervenants d'avoir bien voulu accepter de nous présenter tout ceci. Alors, en première intervention, je vais donc laisser... pardon Agnès, excuse-moi. Je vais laisser la parole à Jean-Baptiste Chantoiseau, qui est élève conservateur du patrimoine pour quelques jours encore, et donc qui va rejoindre la réunion des musées métropolitains donc au 1er juillet en tant que responsable, que directeur des maisons littéraires. Il est titulaire d'un doctorat en arts et médias de l'Université de la Sorbonne Nouvelle, où il a enseigné la théorie des arts et l'esthétique de l'image pendant 13 ans. Et par ailleurs, vous avez assuré l'édition d'une 50aine d'ouvrages et de publications pour la réunion des musées nationaux et également pour le musée Rodin. Et vous avez publié de nombreux essais sur les rapports entre art et transgression dans des revues françaises et internationales. Donc je vous laisse la parole. Vous avez donc à peu près 25 minutes. D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux de bon matin pour parler de musée et de littérature. Je voudrais remercier bien évidemment la ville de Rouen et la bibliothèque patrimoniale Villon pour cette invitation, Anne-Bénédicte Levolant, bien sûr, Agnès Babois et l'ensemble des personnes qui ont préparé ces journées extrêmement stimulantes sur le patrimoine écrit. Et comme je suis le premier à intervenir ce matin, je souhaitais voir avec vous quelques problématiques introductives sur les rapports entre musée et littérature et cette question qui revient souvent sur le devant de la scène, du moins quand on est conservateur en charge de thématiques et de corpus littéraires, qui est comment exposer la littérature, puisqu'a priori, effectivement, contrairement à la peinture, à la sculpture ou à d'autres objets, on va dire, qui ont une présence matérielle évidente beaucoup plus forte, la littérature, par définition, soulève un très grand nombre de questions dès lors qu'on veut la traduire en exposition. Et d'ailleurs, c'est une question que se posait Paul Valéry dès 1937. À cette date, il disait « Mais les lettres, quoi de plus abstrait que l'activité littéraire? Que faire voir ?» Voilà, la question qui se posait en 1937 est toujours d'actualité. Et c'est une question qu'il se posait à l'occasion de l'exposition internationale des arts et techniques à Paris, qui a vu naître d'ailleurs un éphémère musée de la littérature, où il y avait d'ailleurs une salle consacrée à Gustave Flaubert. Et il est vrai, alors comme le note déjà Jean Davalon, qui est historien muséologue, dans l'exposition à l'œuvre, un commissaire, quand il prépare une exposition, il se demande comment présenter l'objet sélectionné de manière à bien le mettre en valeur et à l'inscrire dans un parcours cohérent. Pour la littérature, c'est déjà une question difficile, mais pour la littérature, la question est encore plus compliquée, puisqu'on peut se demander que vais-je bien pouvoir montrer ? Et c'est d'ailleurs une question qu'on se pose en ce moment. Alors maintenant, ça reste bloqué sur la page 1. Ça ne veut plus avancer. Bon. Alors peut-être avec le clavier. Ah bah voilà.
je pense que je vais changer la télécommande en clavier, ce sera mieux. Donc nous préparons au sein de la réunion des musées métropolitains une exposition et une série d'événements qui seront consacrés à Maurice Maeterlinck. Et quand on prépare une exposition, la première chose qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer, est-ce qu'on va pouvoir retrouver des manuscrits, des objets, etc. Là, je vous ai montré une photo que j'ai prise à Gruchet-Saint-Siméon, qui est le village où a vécu Maurice Maeterlinck, qui était un grand dramaturge d'origine belge, prix Nobel en son temps. Et donc, la première chose, on va voir les collectionneurs, on essaie de retrouver des livres rares, des incunables, des objets, et pourquoi pas, une question que je me suis posée. Il aimait beaucoup, il avait un très beau chapeau, et il aimait beaucoup, il faisait énormément de balades à vélo, et je me dis, mais si on pouvait mettre la main sur la bicyclette de Maeterlinck, on aurait quelque chose de concret à montrer. Ce doute sur les expositions, il a aussi, en son temps, été exprimé d'une manière parfois un peu virulente par Gustave Flaubert. Et d'ailleurs, récemment, avec Monsieur Leclerc, nous étions à une soutenance d'un élève de l'école du Louvre, Nicolas Fiquet, qui, en introduction, revenait sur un certain nombre de sentences de Gustave Flaubert assez savoureuses. Alors, pour vous réveiller de bon matin, je voulais vous les exposer. Exposition, sujet de délire du 19e siècle. La grande période où les expositions commencent un peu à pulluler. En 1859, Flaubert dit « Le niveau moral du public est tellement bas maintenant, on pense au caoutchouc durci, au chemin de fer, aux expositions. » Voilà, c'est quand même assez savoureux. Et juste une dernière pour terminer. Et une phrase qui résonne beaucoup dans l'actualité de 2022, d'ailleurs, je trouve. Flaubert s'exclame « On est idiot de peur. Peur de la Prusse. » Là, je crois qu'on est toujours encore un peu dedans. Peur des grèves. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un mouvement social qui va peut-être vous empêcher de prendre votre train de retour sur Paris. Donc, on est encore dans le cœur de l'actualité. Et peur de l'exposition qui ne marche pas. Alors ça, c'est effectivement la pire peur qui puisse arriver à un commissaire d'exposition. Donc il est vrai que donner à voir la littérature constituerait, pour citer cette fois-ci le titre de la thèse de doctorat de Justine Delassus, soutenue en 2016, un pari impossible. Impossible, pas totalement, si l'on en croit les 847 pages de son travail universitaire. Et de fait, ce pari d'exposer la littérature est un pari qu'acceptent de relever un grand nombre d'institutions muséales, mais aussi des bibliothèques. Et d'ailleurs, le lien entre bibliothèque et musée dont il va être question aujourd'hui est assez fertile ces derniers temps. Je citerai quelques exemples très récents que vous avez peut-être eu l'occasion de voir. Baudelaire, La modernité mélancolique, récemment à la BNF. Le chef-d'œuvre inconnu, entre génie et folie, à la Maison de Balzac, qui était une exposition extrêmement intéressante sur comment les artistes comme Anselm Kiefer, Picasso et d'autres se sont réappropriés le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, donc un dialogue entre littérature et art contemporain. Et puis, bien évidemment, Marcel Proust, cette année. Marcel Proust, un roman parisien qui s'est achevé au musée Carnavalet. Et puis, l'exposition que nous attendons à la Bibliothèque nationale de France pour la fin de l'année. C'est dire combien l'actualité est riche, non seulement les expositions, mais aussi les publications. J'ai déjà cité la thèse de Justine Delassus. On a eu un collectif sur exposer la littérature qui est paru il y a quelques années, extrêmement dynamique. Marie-Clémence Régnier aussi, qui a soutenu en 2017 une thèse à Paris 4. Et j'ai d'ailleurs une bibliographie assez fournie que je pourrais vous envoyer si le sujet vous intéresse. Donc on voit qu'il y a un réel engouement, non seulement pour les expositions littéraires, pour les musées littéraires, mais aussi pour les maisons d'écrivains. Il a été d'ailleurs question de la Fédération des maisons d'écrivains dans l'introduction d'Anne Bénédicte. Et il faut savoir qu'entre 1950 et 2010, il y a eu 82 sites muséaux dédiés à des écrivains qui ont été créés en France. Donc ça fait entre
une à deux nouvelles institutions par an, ce qui est quand même effectivement pas rien. Et ça s'inscrit aussi dans cette tradition dont parle Olivier Nora dans Les lieux de mémoire, hein, la visite au grand écrivain, qui est bien sûr fait partie du théâtre de notre mémoire collective. Et Michel Foucault disait hein, qu'à l'époque contemporaine, on ne célèbre plus les grands héros de littérature, mais on célèbre aussi les écrivains. Toutefois, la question qu'on peut se poser quand on expose la littérature, hein, certes, cette mise en avant de la figure de l'écrivain permet évidemment de parler de romans, de littérature, mais peut-être aussi cette glorification parfois de l'écrivain qui se fait sentir dans certaines expositions peut aussi rendre l'œuvre littéraire périphérique, hein, ce qui est un danger aussi qu'on peut courir, d'autant plus que comme l'historienne Mona Ozouf l'avait relevé, avec la baisse de pouvoir de la religion au XIXe et au XXe siècle, la figure du prêtre qui est moins sacrée, on assisterait selon elle à un transfert de sacralité où évidemment l'écrivain aurait bénéficié de ce transfert entre de la religion vers la grande littérature et vers un certain culte lié à la personnalité de l'écrivain. Donc toutes ces thématiques, évidemment, sont passionnantes et nous concernent particulièrement à Rouen, puisque nous avons deux figures, enfin, en tout cas au sein de la Réunion des musées métropolitains. Hein, il y a bien d'autres écrivains en Normandie, mais avec nos musées, effectivement, en Normandie, au sein de la Réunion des musées métropolitains, Corneille et Flaubert, bien sûr, occupent le devant de la scène. Mais comment, à partir de ces grandes figures, permettre de ne pas se contenter d'en rester à la biographie ou aux détails, mais aussi de permettre une redécouverte de leurs œuvres et une appropriation aussi hein, de la lecture, de l'écriture, etc. par les visiteurs. De manière plus générale, Alain Fleischer, qui a participé à l'exposition Nadja, que vous avez peut-être vue ou que vous allez voir puisqu'elle a été inaugurée hier soir, donc c'est encore tout récent. Alain Fleischer qui a créé donc des vidéos et des installations dans l'exposition Nadja, un itinéraire surréaliste, en réfléchissant sur justement ces liens entre musée et la littérature, se demander comment orchestrer ce passage du lisible au visible, puisqu'il est vrai que tout texte, par définition, s'expose à la lecture, mais pas à la contemplation visuelle. Donc de quelle manière rendre sensible l'activité littéraire, rendre justice aux œuvres, puisque, et ça je crois que c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue, et que Jérôme Glissenstein, qui est un historien spécialisé dans l'histoire des expositions, hein, qui est un champ scientifique encore peu parcouru mais très intéressant, Jérôme Glissenstein rappelle que les œuvres d'art ne se présentent jamais d'elles-mêmes à un regardeur immédiatement disponible. C'est vrai qu'on a longtemps dit qu'il suffisait de mettre des publics en face des œuvres et que même s'il n'y avait pas d'explication ou de cartel ou aucune information, il y avait comme une sorte de révélation parfois qui pouvait se créer. Moi, je pense au contraire qu'il faut accompagner et que nous avons un devoir effectivement de rendre accessible dans tous les sens du terme l'accès aux œuvres d'art hein, et l'accessibilité, évidemment l'accessibilité physique, hein, qui est un terme extrêmement important dans les musées actuellement, mais aussi l'accessibilité mentale, intellectuelle, etc. Donc comment exposer la littérature aujourd'hui? C'est effectivement une question dans l'air du temps, comme je l'ai déjà dit. Après avoir parcouru un très grand nombre de musées et d'institutions, à la fois en France, mais aussi aux États-Unis, puisque j'ai eu la chance de pouvoir cette année rester à Chicago, à New York et à Washington. J'ai essayé de voir un petit peu ce qui se faisait à la fois en musée et en bibliothèque, hein, toujours dans l'esprit de ce dialogue croisé. Et j'ai pu constater qu'il y avait un certain nombre de stratégies ou de mise en place dans les dispositifs qui pouvaient revenir. La première manière d'envisager la littérature me semble liée à des thématiques de patrimonialisation, voire de glorification de l'écrivain et du fait littéraire. C'est notamment le cas de l'exposition Trésor. Vous voyez ici les 3 affiches de cette exposition à la Public Library de New York. C'est une exposition qui va durer jusqu'à fin 2025. Donc, si vous êtes de passage à New York dans les années à venir, vous avez le temps de voir cette exposition où on assiste hein, à une sorte de patrimonialisation à l'extrême
dans la tradition du prince qui expose ses trésors. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si l'exposition s'appelle Trésor, justement. Et effectivement, dans ce temple, en plus, qui est la grande librairie de New York. Là, je vous ai pris une photo de la façade majestueuse. Alors, je précise quand même un temple républicain, puisque l'accès est entièrement gratuit et on n'a pas besoin de justifier d'une recherche en cours ou d'être chercheur pour pouvoir entrer et accéder à la bibliothèque. Donc, c'est un temple, mais un temple ouvert. Et on voit, alors, bien évidemment, les livres sont magnifiés, les manuscrits. Il faut d'ailleurs rappeler combien l'ajout de manuscrits d'écrivains aux collections des bibliothèques apparaît comme un moment clé dans la patrimonialisation du littéraire. Et c'est quelque chose qui va apparaître à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, quand on va commencer à considérer l'écrivain comme une figure autonome. Et bon, je n'ai pas le temps de rappeler tous les combats de Beaumarchais, etc., sur le sujet. Et dans l'exposition new-yorkaise, on va retrouver donc des grands chefs-d'œuvre allant de la déclaration d'indépendance de Jefferson en 1776 jusqu'à des brouillons de James Baldwin, donc évidemment un spectre assez large, dans cette tradition aussi trésor qui fait référence aussi au trésor de la langue, un petit peu dans la tradition d'Alain Ray, et des thésaurus qui, dès l'époque médiévale, évidemment, mettent à l'honneur les matériaux littéraires. Alors vous voyez, à travers la lumière, l'ambiance, une certaine idée de solennité, on est un peu dans cette tradition du pèlerinage qui se met en place à la fin du XVIIIe, la grande visite, mais également, ce qui est intéressant à la bibliothèque new-yorkaise, donc évidemment les manuscrits qui ont toute leur importance, Virginia Woolf, Oscar Wilde, donc des trésors quand même assez impressionnant, mais également cette présence de l'objet. Et ça, c'est vrai que les bibliothèques aujourd'hui sont loin de se contenter uniquement d'exposer des livres, des manuscrits, etc. Mais on voit bien que et la bibliothèque Villon aussi, on est la preuve avec l'exposition Flaubert, dont vous étiez le commissaire, Yvan Leclerc. Et on a vraiment l'idée aussi d'une professionnalisation et d'un lien très fort qui se crée de plus en plus entre musées et bibliothèque. Et là, pour vous donner un exemple, donc à New York, on pouvait découvrir à la fois le bureau de Mark Twain ou la canne avec laquelle Virginia Woolf se promenait lorsqu'elle écrivait Mrs. Dalloway. Donc voilà des choses assez concrètes à se mettre sous la dent, si j'ose dire. Avec parfois, effectivement, toutefois, ce risque parfois un peu à travers ces reliques ou ces objets un peu fétichisés, ça peut être un petit peu un des travers qu'il faut pas, vis-à-vis duquel il faut être un peu vigilant, une sorte de fétichisation de l'écrivain, qui peut passer par exemple aussi par les mèches de cheveux. Alors c'est vrai qu'à Rouen, avec les mèches de cheveux de Flaubert, Louise Collet, etc., on est assez coutumier du fait. Mais ce travers ne concerne pas uniquement la littérature, parce que j'étais très surpris au musée Picasso. Il y a une très belle expo qui a ouvert il n'y a pas longtemps sur les rapports entre Picasso et sa fille, et quelle ne fut pas ma surprise de voir aussi la mèche de cheveux de la fille de Picasso, la pantoufle, etc. Donc c'est un phénomène qui ne concerne pas uniquement les musées littéraires. Et voilà, toujours dans cette patrimonialisation, cette glorification, je voulais vous montrer aussi, alors là où on sort de l'exemple des expositions littéraires et des bibliothèques et des musées littéraires, pour passer à un exemple de maison d'écrivains. Là, vous êtes ici à Oak Park, à Chicago, dans la maison d'Hemingway, enfin, en tout cas dans une reconstitution, puisque c'est toujours un peu évidemment ce défi que doivent relever les maisons d'écrivains où souvent les meubles ont disparu, les objets ont été vendus par les héritiers, etc. Donc il y a souvent, sous des apparences d'authenticité, tout un travail de reconstitution en vérité qui est à l'œuvre. Et j'ai voulu prendre une photo de la table de la salle à manger. Vous voyez l'art de la mise en scène, évidemment, parce que effectivement, et ça fait partie un peu de la légende d'Hemingway que les guides conférenciers aiment bien véhiculer dans ce lieu. Le père d'Ernest Hemingway, tous les soirs, demandait à table à ses enfants de raconter un fait marquant de leur journée, un souvenir, d'une manière un peu, voilà, sous une forme un peu de fiction ou de narration. Et évidemment, le jeune enfant Hemingway, coutumier de l'exercice, lorsqu'il était très jeune, eh bien, peut-être ça aurait évidemment
pu expliquer évidemment ce goût pour la littérature qu'il va naturellement développer par la suite. Alors c'est vrai qu'on peut se demander, face notamment à cet exemple, de quelle marge de manœuvre dispose le conservateur, là en l'occurrence dans le cadre d'une maison d'écrivains. On est vraiment à l'opposé du white cube ou de l'espace totalement vierge qu'il faudra matérialiser. Est-ce qu'on ne risque pas, et c'est aussi le cas à travers les objets, un certain fétichisme, je l'ai déjà dit, et donc peut-être une certaine mortification de la littérature à travers peut-être trop de glorification et un risque évidemment peut-être de perdre un peu un côté vivant ou spontané d'une trop grande solennité. Et justement, aux antipodes de cette stratégie, on a un autre type de musée littéraire et d'exposition littéraire qui prend pour le coup le contre-pied, plus lié à des thématiques que j'ai appelées, alors c'est un peu général, mais scientifisation et digitalisation, hein. Donc des musées qui vont aborder le fait littéraire d'une manière totalement différente. J'ai pris l'exemple de l'American Writer Museum à Chicago, qui a une autre approche de l'exposition littéraire. Là, vous voyez, on est accueilli dans le musée avec ce panneau « Nation of Writers ». Alors, dans cette idée aussi de la geste américaine, la grande fierté aussi des Américains pour leur histoire, d'autant plus qu'elle est assez récente. Et donc, vous voyez, à travers cette carte en relief sur laquelle sont projetées un certain nombre de grandes figures, etc., un art de la mise en scène s'appuyant sur la lumière, sur le son et sur des dispositifs numériques. Plus largement, ce qui est assez symptomatique devant cette autre approche de la littérature en musée, c'est, je dirais presque, l'influence des musées d'histoire naturelle ou des musées scientifiques type Palais de la Découverte. Ça me semble assez frappant sur cette photo où vous voyez combien, à gauche, les conservateurs ont voulu, d'un point de vue chronologique, avec cette frise, essayer de proposer une sorte de synthèse. Alors c'est très difficile, évidemment, l'histoire littéraire américaine est quand même très riche, mais une sorte de synthèse historique où on voit voilà, une sorte de parcours de l'Amérique depuis les colonies jusqu'à l'époque contemporaine, avec cette idée aussi sur les tables qu'on va proposer un certain nombre de jeux ou de dispositifs interactifs et des écrans, je vais y revenir, avec aussi donc, la présence du numérique. Donc ça, c'est sur votre gauche. Et sur votre droite, le petit mur que vous voyez avec ces sortes de lumières un peu énigmatiques, en fait, ce sont des boîtes, des petites boîtes, qui introduisent 100 voix qui ont fait l'Amérique, avec cette idée que là, on sort de la chronologie et d'une approche historique pour aller vers la diversité de types de rapports aux faits littéraires à travers le discours politique, la poésie, l'adaptation, comment est-ce qu'on passe d'un roman à un film. Donc là, différents niveaux d'écriture, l'écriture documentaire aussi, l'essai. Et quand vous ouvrez la boîte, vous avez soit un diorama qui va illustrer le roman, soit, si c'est un discours politique, vous allez tout d'un coup entendre Kennedy en train de prononcer un de ses discours, ou un poète. Donc avec l'idée aussi d'une certaine interactivité avec le visiteur. Là, voilà, vous voyez justement le public en train de s'emparer des boîtes et de découvrir un peu les différents contenus proposés. Et puis, à travers cette mise en scène aussi, là c'est un rapprochement que j'ai fait un peu, parce que j'étais à New York juste après Chicago, et je me suis dit, quand j'étais dans Times Square, c'est quand même assez frappant de voir un peu l'art de la mise en scène, l'art de la lumière, et presque évidemment ce côté aussi spectacle, du coup, qui nous sort un peu des autres approches, et qui modernise, alors peut-être qu'on tombe d'un travers dans l'autre, mais qui propose une approche voilà, qui repose sur une part de mise en scène très importante et en même temps une rigueur, comme vous voyez avec ces panneaux. Il y a quand même, on peut le noter, beaucoup de contenu à lire hein, pour un musée qui se prétend assez numérique, moderne et interactif. La lecture est quand même très sollicitée malgré tout. Et ça, c'est une photo que j'ai prise à Washington, au musée d'histoire naturelle de la Smithsonian Institution à Washington, où on voit comment le musée littéraire de Chicago s'est inspiré, que ce soit en termes de dispositifs, d'interaction, de présentation, etc., de ce musée scientifique. Donc,
des contenus numériques, avec la possibilité de compléter des phrases de grands écrivains en essayant de retrouver les mots utilisés au bon endroit, donc avec cette idée qu'on va quand même associer le visiteur de manière active. Autre stratégie aussi dans cette scientifisation, digitalisation, un musée très récent qui a ouvert en 2020 à Washington et qui s'appelle Planet World et qui propose une approche qui se veut interactive, éducative de la littérature et plus généralement du langage. Planet World, comment on va redécouvrir les mots, jouer avec les mots. Alors là, vous voyez évidemment un soin pour la mise en scène avec cette grande salle à l'entrée, avec ce globe et toutes ces lumières. Et vous voyez toutes ces tablettes numériques qui permettent à chaque visiteur de dialoguer grâce à un dispositif de reconnaissance vocale assez élaboré, avec différents représentants de différentes langues qui introduisent leur langue aux visiteurs et qui incitent à engager un rudiment de dialogue. Donc on peut s'entraîner à prononcer des mots, etc. Enfin, c'est une approche assez intéressante. Et aussi sous forme de spectacle, vous voyez en bas la photo avec les grandes lettres sculptées et les jeux de lumière qui apparaissent, une introduction dynamique à l'histoire aussi de la langue anglaise. À côté, ce tableau un peu mystérieux, là c'est plus pour les enfants, c'est un tableau avec des pinceaux numériques que vous voyez qui sont tout en bas dans les boîtes que vous voyez colorées, les cercles colorés. Et là c'est pour illustrer le sens des mots. Par exemple, vous avez le mot tempête, vous prenez le pinceau numérique, vous le passez sur le tableau et le paysage devient une tempête. Voilà, enfin bon, pour vous montrer un petit peu ce qui se fait récemment, en tout cas aux États-Unis, et tout un tas de jeux interactifs. À Chicago, ce qui m'a intéressé malgré tout, c'est de voir combien parfois, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les salles justement pour voir ce qui fonctionnait pas, etc. C'est de voir parfois à quel point les tablettes numériques dernière génération avaient tendance à ne pas à être dépeuplés, à ne pas trouver leur utilisateur, alors qu'à l'inverse, les machines à écrire, là, vous voyez les deux visiteurs au fond, ils sont en train de taper à la machine. Ça m'a beaucoup amusé souvent de voir que les dispositifs numériques étaient un peu délaissés, et par contre les vieilles machines à écrire avec lesquelles on peut taper son texte, etc. Ça, par contre, ça avait un succès assez fou. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant au moment où on réfléchit aux dispositifs qu'on va proposer dans les musées de la métropole, de voir aussi et d'être attentif à ne pas non plus proposer des dispositifs sophistiqués qui ne trouveraient pas d'écho dans le public. Malgré tout, le numérique a son intérêt pour agrandir les manuscrits, pouvoir prendre le temps de les lire, des manuscrits qu'on ne peut pas évidemment présenter de manière directe pour des raisons de conservation. Par exemple, le rouleau de Kerouac, On the Road, qui est un manuscrit assez fascinant qu'il a écrit, qu'il a tapé d'un seul tenant et qu'on peut, grâce au numérique, du coup, parcourir dans tous les sens et s'approprier. Un autre exemple, et alors là, pour vous dire sur les liens entre musées et bibliothèques qui nous intéressent aujourd'hui, c'est la Morgan Library à New York, qui est une institution évidemment extrêmement importante dans le paysage patrimonial new-yorkais. Donc une grande bibliothèque patrimoniale new-yorkaise qui a aménagé 3 espaces d'exposition extrêmement modernes et qui peuvent rivaliser avec les musées. Ça, je trouve que c'est quand même assez symptomatique de ce qui se passe en ce moment dans les bibliothèques. Et j'ai pris l'exemple de l'exposition Gwendolyn Brooks, A Poet's Works in Community, qui était une exposition extrêmement passionnante sur cette figure, cette femme. En plus, aux États-Unis aussi, on essaie évidemment en ce moment de mettre en avant, comme on le fait avec nos héroïnes, finalement, à Rouen. Et ce qui m'a intéressé, par exemple, dans ce dispositif, alors, j'ai pas voulu alourdir mon PowerPoint avec des vidéos qui auraient pesé trop de poids, mais là, vous voyez, à l'écran, en fait, il faut imaginer donc un poème en train d'apparaître progressivement à l'écran, avec une image qui aussi, évidemment, change avec le temps, et aussi du son, soit une musique, soit une voix en train de réciter de la poésie. Et j'ai trouvé vraiment ce dispositif muséal extrêmement intéressant parce que on n'avait pas toujours, par exemple, de rapport direct entre l'image et le texte. Et j'ai trouvé que ça introduisait un contraste assez intéressant qui m'a fait penser à ce que Robert Bresson
le grand réalisateur français, dans ses notes sur le cinématographe, Robert Bresson avait pour coutume de dire qu'un son ne devait jamais être redondant d'une image et vice-versa, parce que ça permettait de créer un contraste. Et comme le son, c'est quelque chose qui va vers l'intérieur, alors que l'image reste à l'extérieur, le son vient comme creuser l'image et apporter une autre dimension. Et je trouve que cette manière dont on va associer des sons et des images dans les musées, ça peut introduire une dimension extrêmement intéressante et stimulante sur le plan intellectuel. Là, un autre exemple, évidemment, donc à Chicago, c'est ce très beau mur avec, vous voyez, toutes ces lettres gravées sur ce coin de mur. Et grâce à un dispositif de lumière, alors là, c'est pas très probant avec une seule image, mais grâce aux lumières, on avait des citations qui tout d'un coup apparaissaient comme par miracle sur ce mur d'images, accompagnées d'une musique assez contemplative. Et puis aussi un endroit où s'asseoir, pour permettre aux visiteurs un peu d'être dans une sorte de contemplation, de réflexion à partir des citations qui lui étaient présentées, et de musique un peu méditative. Donc cette idée qu'on va aussi passer un moment où on ne va pas être simplement dans le rush d'une visite ou dans un épuisement à force de lire trop de choses ou de voir trop de choses, mais que les musées littéraires doivent aussi être un endroit où on peut se poser, où on peut réfléchir, où on peut lire, etc. Alors, ce dernier dispositif numérique que je viens de présenter m'a fait penser aussi à des thématiques dans l'air du temps et que connaissent aussi certains musées littéraires ou expositions littéraires, avec cette idée d'esthétisation et de sensation. Vous avez peut-être visité à Paris l'Atelier des Lumières. Et c'est vrai que l'accès à l'art par la sensation est aussi une thématique qui revient beaucoup aujourd'hui. Là, j'ai pris l'exemple de l'exposition Frida Kahlo qui était présentée à Chicago, Immersive Frida. Et avec cette idée que là, sans aucun élément contextuel, sans aucun texte, sans aucune information, on va donner accès aux visiteurs, déambulateurs à l'œuvre de l'artiste, alors en sachant qu'évidemment, quand on ne connaît pas du tout Frida Kahlo, il est très difficile de se repérer dans ce brouillard d'images, dans ces différents mélanges. Alors en plus, évidemment, comme ils ne tiennent pas vraiment compte de la chronologie, on a des œuvres de périodes totalement différentes qui se retrouvent mêlées et enchaînées dans une musique parfois qui est un peu curieuse aussi par rapport à l'univers de Frida Kahlo. Donc je ne sais pas ce que retient vraiment un visiteur de cette expérience par la sensation. C'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut manipuler avec beaucoup de prudence et accompagner, en tout cas, d'une autre forme de dispositif et de muséologie. Il me semble que la sensation à l'état brut ne permet pas un réel accès aux œuvres. C'est la raison pour laquelle en France, on essaie de trouver un équilibre aujourd'hui entre présentation littéraire et esthétisation. Là, je vous ai montré l'exemple. Alors, sur votre gauche, vous avez une photo de la salle d'accueil de la Villa du Temps Retrouvé à Cabourg, la Villa Marcel Proust, dont je vous recommande vraiment la visite si vous avez le temps cet été. C'est en plus évidemment très agréable d'aller à Cabourg. Et on est accueilli à l'entrée de la villa par un dispositif un peu immersif, on peut le dire, où sur des écrans, la Belle Époque et le contexte dans lequel Marcel Proust a grandi sont présentés un peu pour donner une idée aux visiteurs de l'univers mental et du contexte dans lequel l'écrivain a grandi avant de présenter un peu plus sa personnalité. Et vous avez à droite l'exemple à Carnavalet, Marcel Proust, un roman parisien, où on était à nouveau accueilli par un écran et une exposition. Alors là, c'est à Cabourg, où là, vous voyez l'idée qu'on va animer, que les cadres vont se mettre à agir, des jeux de cartes de tarot qui se mettent aussi à fonctionner tout seuls sur la table. Et malgré tout, cette nécessité, comme c'était le cas à Carnavalet, d'accompagner aussi de cartels, d'un certain nombre d'éléments qui permettent vraiment aux visiteurs de s'emparer aussi de ces dispositifs et de ne pas, évidemment, en être de pas rester prisonnier des sensations. Et pour conclure, puisque je crois que le temps est écoulé, évidemment, à Rouen,
avec Gustave Flaubert, le bicentenaire Gustave Flaubert a permis déjà de mettre en pratique un grand nombre d'approches. Alors, je ne reviendrai pas sur Salammbô, mais où on était dans une approche qui passait beaucoup par l'objet, par la peinture. Alors aussi, évidemment, le manuscrit était présenté, les carnets aussi à partir desquels Flaubert avait travaillé. Mais cette idée qui reposait beaucoup sur l'image et la capacité pour le visiteur, finalement, à être introduit à Salammbô, qui est un roman qu'on lit moins actuellement, par les objets, par l'imaginaire qu'il a suscité aussi, ou le contexte dans lequel il a pu s'inscrire. Et puis évidemment des objets voilà, assez fabuleux qui parlaient d'eux-mêmes par la femme de Rochegrosse, évidemment, avec Tanit, l'opéra, etc., le cinéma. Et puis, évidemment, d'autres approches. Alors là, avec dans l'intimité de Gustave Flaubert, Sophie de Moy-de-Roth au musée Flaubert et d'histoire de la médecine, avec une approche où on est aussi dans le patrimonial, avec les bustes, et en même temps cette idée d'intimité qui permet un autre accès, un autre regard sur l'œuvre. L'élève Flaubert au musée national de l'éducation, avec comment, évidemment, on part des collections d'un lieu pour les adapter à une thématique. Donc là, ce qui était intéressant dans ce musée, c'était, comme c'est un musée dédié à l'éducation, de pouvoir voir Flaubert d'une manière différente. Vous voyez ici, c'est une œuvre que j'aime beaucoup, quand Flaubert s'essaye à sa propre signature, un document qui était extrêmement intéressant. Et puis, pour terminer, et laisser la parole, préparer la parole pour Yvon Leclerc, l'exposition, évidemment, à la bibliothèque Jacques Villon, où on voit... Mais ça, évidemment, je vais laisser Yvon Leclerc prendre la parole. Mais à la fois, cette idée qu'on va mieux comprendre aussi tout le réseau qui pouvait entourer Flaubert, avec cette première salle qui était très belle d'un point de vue graphique et qui permettait de comprendre les liens pouvant exister entre Flaubert. Là, il y a un portrait de Maupassant, et puis évidemment tous les acteurs qui ont été importants dans sa vie, et des objets, la présence d'objets, l'encrier, etc. Enfin, vous avez vu l'exposition, évidemment. Les manuscrits de Madame Bovary, donc l'approche évidemment par le manuscrit, qui a proposé une expo extrêmement stimulante. Et puis pour terminer, dès le mois d'octobre, je vous inviterai à découvrir l'exposition Flaubert Corps et âme au musée Flaubert et d'histoire de la médecine. Et là, vous verrez qu'on essaye, en s'inspirant évidemment de tous ces dispositifs que je vous ai montrés, de toutes ces thématiques dans l'air du temps, de proposer une autre approche où on ne va pas être uniquement dans une approche de patrimonialisation littéraire, de présentation de textes, de manuscrits, etc. Mais comment on peut introduire Flaubert d'une autre manière, d'une manière dynamique, à travers un thème, le corps, puisque l'année prochaine, la réunion des musées métropolitains va aborder dans ces différents musées le thème du corps. Donc c'est un moyen pour nous de créer du lien entre les différents musées, les différentes institutions, et de montrer à travers, évidemment, en partant aussi de l'esprit du lieu, le musée Flaubert d'histoire de la médecine dans lequel Flaubert a grandi et où les collections de médecine ont une grande importance, le corps, l'anatomie, l'enfance de Flaubert, les maladies de Flaubert aussi, et comment à partir de ça, il a aussi créé donc, le corps animal et le corps du désir aussi dans Madame Bovary et dans d'autres livres. Donc comment on donne une dynamique à la littérature dans les musées à travers une réflexion qui permet de repenser les scénographies, les muséologies, et de travailler en lien avec les bibliothèques aussi et avec les différents phénomènes en cours. Voilà, je vous remercie. Vous voulez récupérer le micro ? Merci beaucoup Jean-Baptiste Chantoiseau pour cette présentation qui nous permet de voir aussi les dernières évolutions aux États-Unis et puis ces deux aspirations totalement différentes, à la fois vers une reconstitution historique
pseudo-historiques et puis ces avalanches de dispositifs numériques qui font des espaces quand même extrêmement chargés, qui font penser un peu à ce qui se faisait en France dans les années 30. Quand on regarde les premiers musées d'écrivains, les photographies, on voit beaucoup de choses à lire, ce qui suppose même d'installer des chaises pour les visiteurs. Voilà. Donc moi, c'est très, très intéressant. Je vois qu'Idil a une question. J'y vais. Oui, bonjour. Je m'interrogeais, est-ce que des études ont été un peu faites sur le côté visiteur, justement, pour savoir ce que les gens viennent voir? Qu'est-ce qu'ils souhaitent voir, en fait, quand ils viennent fréquenter un lieu du livre de l'auteur? Voilà. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Ça marche? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est une question très intéressante et fondamentale, évidemment, l'approche des publics. Je sais justement que, par exemple, à la réunion des musées métropolitains, on va devoir rédiger collectivement un projet scientifique et culturel pour les musées littéraires, ce qui va bien nous occuper dans les mois et les années, dans les mois à venir. On va essayer quand même d'être raisonnable. Et justement, on a prévu, pour pouvoir rédiger ce projet scientifique et culturel, une grande étude de public pour justement, évidemment, prendre en compte les désirs, l'évolution aussi des publics. Je pense en particulier aux publics jeunes et adolescents qui sont des publics un peu difficiles parfois à faire venir en musée. Et comment est-ce qu'on va pouvoir aussi faire des offres qui prendrait en compte un autre rapport aussi avec Instagram, avec les images, donc évidemment, cette réflexion, elle est fondamentale. Et au moment où je suis parti du musée de Chicago, l'American Writer Museum, justement, le musée venait de commander à un cabinet une étude de public, parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est un musée très récent. En fait, l'American Writer Museum a ouvert ses portes en 2016. Donc c'est un musée qui a seulement 5 ans. Et justement, après 5 ans, ils avaient envie de voir, parce que je l'avais un peu dit déjà, mais c'est vrai que par exemple, ces grandes tablettes, ces grandes tables numériques que je vous ai montrées en photo, ils se sont aperçus qu'elles coûtaient très cher, parce que le numérique, il faut entretenir en plus, enfin ça tombe en panne, enfin bon, ça c'est des aspects qu'on doit gérer dans le quotidien des musées. Et ils se sont aperçus que ces tablettes, par exemple, alors qu'ils pensaient que ça allait être le must du musée, elles étaient peu utilisées, alors que les machines à écrire étaient souvent réquisitionnées. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont commandé. Mais voilà, ça venait de démarrer au moment où je partais, malheureusement. Mais je demanderai à avoir d'ailleurs les résultats de l'étude, ça m'intéresserait. Mais ils ont commandé une étude à un cabinet privé, justement, pour faire des sondages, faire de l'observation in situ et voir un peu ce qu'il en sort pour faire évoluer le musée, éventuellement. Et d'ailleurs, le directeur de l'American Writer Museum envisageait d'enlever ces tablettes et de revoir justement la dernière partie du parcours pour mieux répondre aux attentes des publics. Donc oui, c'est vrai que c'est une question importante et qu'on ne doit pas négliger. Les musées sont là pour les visiteurs. S'il n'y a pas de visiteurs ou si les visiteurs ne trouvent pas ce qu'ils comptent y trouver, à un moment donné, ça pose forcément problème. Oui. Oui, vous nous avez parlé de, en tout cas, ce passage du lisible au visible. Donc, pour les visiteurs actuels, c'est vrai qu'on est dans une société d'image. C'est l'image qui compte. Donc, après la lecture, les mises en perspective avec la lecture, c'est vrai que ça devient difficile. Mais justement, avec les retours enquête UX, expérience utilisateur, maintenant, pour vous, en tant que musée ou musée littéraire, simple musée, comment relier votre public potentiel, peu importe les âges, je pourrais dire, et avec votre corpus, vos fonds, mais en passant par l'image. Donc ma question, en fin de compte, c'était au niveau des scénaristes, de votre muséographie. Quel est votre lien, vos collaborations avec les personnes qui mettent en œuvre, en fin de compte, en scène,
vos propos, l'histoire d'un écrivain. Parce que, par exemple, l'exposition Flaubert, c'était intéressant, cette image où on voyait, en fin de compte, le graphisme mêlé avec un parcours de vie, donc une généalogie, quelque part, mais vu sous un angle complètement différent, sous un angle très contemporain, très graphique. Donc, je me demande comment, en fin de compte, vous vous associez, comment vous collaborez pour mettre en œuvre tout ça. Alors, au moment où on travaille à une exposition, en fait, on commence par réfléchir à un synopsis, un certain nombre un propos général, et puis après des thématiques qu'on a identifiées et qu'on souhaite développer à l'occasion de différentes parties. La spécificité quand on est conservateur, c'est aussi évidemment les lieux et la contrainte des lieux. Par exemple, effectivement, cette salle dont vous venez de parler, avec ce graphisme très moderne, ce réseau, c'était aussi parce qu'effectivement, à la Bibliothèque Villon, il y a cette salle d'introduction qui permet évidemment totalement de pouvoir réaliser ce type de scénographie. Pour prendre l'exemple du musée Flaubert et d'histoire de la médecine, c'est vrai qu'il y a les contraintes de l'espace, la cage d'escalier, les différentes salles où il y a déjà des objets, et l'identité, l'histoire des lieux, le cabinet d'anatomie, etc. Donc là, évidemment, il y a un travail vraiment de très grande complicité, j'allais dire, entre conservateurs et scénographes, où les scénographes, avant de présenter leur projet, déjà visitent les lieux avec nous, vous prennent un peu la température, voient ce qui est concrètement possible de faire ou pas, parce que on peut rêver parfois d'avoir des écrans, ou d'avoir, mais si on n'a pas les prises, ou etc. Enfin, bon, bref, dans des aspects plus prosaïques. Mais c'est vrai que ce qui est important, en tout cas, c'est que la scénographie tienne compte à la fois d'un propos qui permet de redécouvrir de manière différente l'auteur, puisqu'on ne va pas répéter. Par exemple, il y a eu beaucoup d'expositions Flaubert, comme vous l'avez vu. Donc là, on va montrer d'autres choses, forcément. Et en partant aussi de la contrainte des lieux, des possibilités qui s'offrent à nous, et puis des trouvailles aussi, des idées esthétiques, par exemple sur... je veux pas trop dévoiler parce que c'est encore en cours de réflexion sur Flaubert, corps et âme, mais dans la cage d'escalier déjà, on a réfléchi à un dispositif qui va permettre aux visiteurs de se sentir déjà dans l'exposition dès la cage d'escalier. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui se réfléchissent vraiment avec le scénographe pour vraiment introduire le sujet et que le visiteur se sente dedans dès le départ. Jusqu'où vous allez dans votre réflexion. Par exemple, là, l'exposition à venir, c'est corps et âme. Et est-ce que ça vous arrive, ou par exemple, dans votre optique aussi, de se dire, je repense à ce qui s'était produit par le passé, et je repense à une exposition comme L'âme au corps, qui était une magnifique exposition au Grand Palais, et je remets tout ça en perspective pour retravailler la notion de l'âme et du corps, mais sous la vision d'un écrivain. Oui. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse refaire au musée Flaubert et d'histoire de la médecine le Grand Palais, même si j'en rêve. Ça va être un peu compliqué. Mais ceci dit, oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, pour Flaubert, corps et âme, déjà, on est parti de toutes les expositions Flaubert qui ont déjà eu lieu, forcément, pour ne pas être dans la répétition, pas remontrer les mêmes corpus. Donc là, évidemment, il y a une attention très grande par rapport à ce qui a déjà été fait, et un travail de recherche aussi, où justement, on peut sortir du littéraire. Moi, je vais souvent à la Cinémathèque française, par exemple. Donc là, évidemment, d'autres corpus, d'autres approches à travers l'image, le cinéma, et je trouve ça très inspirant, même pour nos musées littéraires, de voir aussi ce qui se fait, notamment si on veut aborder la question de l'adaptation cinématographique ou d'autres portes d'entrée dans les œuvres des auteurs. C'est effectivement fondamental de s'inspirer d'autres types d'expositions qui ne sont pas forcément littéraires, comme vous venez de le dire, mais qui viennent nourrir la réflexion de l'intérieur. Oui. On va peut-être arrêter là avec les questions, même si le sujet est très vaste. Je vais récupérer le micro. Merci. On va passer donc le micro à Yvan Leclerc, qui est professeur émérite de littérature, de lettres modernes ou de littérature française à l'université de Rouen.
fondateur du site Flaubert et spécialiste des manuscrits et de la correspondance de Flaubert. Vous avez piloté l'édition intégrale en ligne du dossier des manuscrits de Madame Bovary, de Bouvard et Pécuchet, et de la correspondance de Flaubert, avec notamment toute une équipe pilotée aussi par Daniel Girard. Vous avez publié plusieurs volumes à la bibliothèque de la Pléiade, et vous avez publié l'an dernier un deuxième album Flaubert, après celui de Jean Bruno. Et puis, comme je l'ai déjà précisé, vous avez présidé, et vous présidez encore, le comité scientifique et culturel Flaubert 21, qui avait été créé pour l'année du bicentenaire. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, alors cette année du bicentenaire, elle s'est un peu prolongée parce qu'elle avait commencé en retard, mais effectivement, là, ça va s'arrêter vers la fin juin quand même. Mais c'était une belle aventure. D'abord, merci d'avoir invité des chercheurs à cette journée sur le patrimoine. Donc, on a commencé hier à parler un petit peu de la collaboration entre chercheurs et puis fonds patrimoniaux. En particulier, on a cité le nom de Marie-Ève Terranti à Montpellier, si je me souviens bien. Et je crois qu'on est deux à intervenir ce matin pour la recherche. Alors, c'est vrai qu'il y a une longue collaboration entre les chercheurs de l'Université de Rouen et puis la Bibliothèque patrimoniale, à la fois en littérature, pour les historiens, les musicologues, bien sûr, puisque les bibliothèques conservent le fonds du Théâtre des Arts, qui nous renvoie à Madame Bovary, parce que c'est là, évidemment, au Théâtre des Arts que Emma assiste à la représentation de Lucia de la Mer Mort. Et puis, je crois que les juristes aussi sont très, très preneurs de la collaboration avec l'ABM. Et ce qu'il faut dire, c'est que la numérisation a relancé, a densifié les rapports avec les fonds patrimoniaux, entre chercheurs et fonds patrimoniaux, parce qu'évidemment, vous avez les matériaux et nous pouvons apporter quelque chose qu'on va voir justement dans l'ordre de la valorisation de ces fonds. Alors, l'université était membre fondateur du collectif Flaubert 21 avec la ville, la métropole, la région Normandie. Et je voudrais saluer nos co-organisateurs de ces rencontres, Normandie Livre et Lecture, qui a eu un rôle très très important dans l'ensemble de ces manifestations. Alors, je ne vais pas parler de l'exposition des manuscrits. Jean-Baptiste m'a tendu une aimable perche. Bon, c'est vrai qu'on a montré ces manuscrits, Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet, qui sont les deux grands manuscrits conservés ici. Ils sont d'ailleurs à 10 mètres d'ici. Hein. À peine. Ici, non, dans cette direction-là. Si on perce le mur, on va pouvoir... voilà. On sent les bonnes vibrations de l'écriture de Flaubert. Alors, évidemment, maintenant, on peut les feuilleter sur Internet de chez soi, mais c'est quand même autre chose que de voir le manuscrit original. C'est quand même une autre émotion, bien entendu. Alors, et je vais parler de cette longue aventure qui a duré 20 ans, parce qu'on a mis à peu près pour chaque chantier, donc Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet, et puis la correspondance dont il était question à l'instant, on a mis à peu près autant de temps que Flaubert pour écrire. Vous savez qu'il mettait 5 ans pour écrire. Alors la correspondance, c'est autre chose, c'est pas une œuvre. Il a écrit ça toute sa vie, donc on ne peut pas comparer le temps que les chercheurs ont passé et puis le temps de Flaubert. Mais bon. Et donc c'est ces trois chantiers dont je voudrais vous parler, c'est-à-dire Jean-Baptiste parlait comment on expose la littérature et nous comment on met l'écrit sur l'écran, en fait, hein, et comment on numérise ça, et comment on rend un manuscrit accessible. Parce qu'il ne suffit pas de montrer des images, il faut encore naviguer dans un corpus extrêmement complexe quand on a affaire à un manuscrit de Flaubert. Alors, les choses ont commencé, en fait, dans cette salle, il y a 13 ans. On prend la machine à remonter de temps, on est le 15 avril 2009, et la salle, à votre place, il y a des journalistes. Des journalistes d'ici, des journalistes de Paris, il y a un représentant de l'AFP. Ils sont venus pour un événement important. Et de ce côté-ci, il y a des représentants de la ville de Rouen, évidemment, dont dépend la bibliothèque, la maire de l'époque. Il y a la direction de la bibliothèque municipale, c'était Françoise Legendre à l'époque, Marie-Dominique Nobécourt-Moutarelli qui s'occupait du fonds ancien, Pierre-Yves Cachard, qui avait été nommé, son poste avait été créé spécialement, il était chargé du numérique. Mais au début du XXIe siècle, c'était un poste neuf, en quelque sorte. Et puis, il était assisté par Vincent Vialfond, qui est toujours présent à la bibliothèque. Et puis, du côté de l'université, il y avait la présidence, parce que c'était un moment important.
et le laboratoire auquel j'appartiens toujours en tant que membre associé, et puis le centre Flaubert. Et pourquoi on était tous réunis? Parce qu'on inaugurait l'ouverture, donc c'était l'ouverture du site de l'édition en ligne des manuscrits de Madame Bovary. Et c'était rien moins qu'un événement mondial, au sens où c'est la première fois qu'on mettait en ligne un corpus aussi prestigieux, bon, Madame Bovary, et aussi volumineux, 4500 pages, multiplié par 2, puisque chaque page était transcrite, avec un outil très innovant qu'on avait appelé un tableau génétique, je vous montrerai tout à l'heure de quoi il s'agit, qui permettait de localiser chaque folio dans la genèse de l'écriture de Flaubert. Et ça, c'est un dispositif tout à fait novateur. Alors, on a eu un succès absolument inattendu, phénoménal, dont témoigne le Canard enchaîné. On a quand même eu les honneurs du Canard enchaîné, ce qui pour nous était la gloire. Enfin, parce qu'avoir un compte-rendu savant dans une revue spécialisée, ça c'est habituel. Mais avoir le Canard enchaîné du 22 avril, alors que, c'est-à-dire 8 jours après, et le président de l'époque, que vous reconnaissez peut-être ici, qui par ailleurs avait des problèmes pour boucler un budget avec un avion en préparation chez Airbus, Madame Bovary, c'est qui? Évidemment, vous connaissez la célèbre formule. Et le président lit cette nouvelle extraordinaire. 4500 feuillets manuscrits de Flaubert ont été numérisés et transcrits grâce à l'Université de Rouen. Il aurait dû ajouter, évidemment, grâce à la bibliothèque patrimoniale. Bon, ben, mon colon, dit-il. Bon. Et puis, tout ça pour un pauvre livre. Alors, qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été La Princesse de Clèves, bon, qu'il n'avait. Bon. Et alors, quand je pense que ADS n'a plus un sou pour avoir pour notre avion, notre nouvel avion, cargo militaire, et conclusion, faudra sérieusement repenser le budget de la recherche. Et c'est à ce moment-là que les crédits de la recherche pour la recherche universitaire ont commencé à diminuer à cause évidemment de Madame Bovary. Alors, on n'a pas fait seulement des mécontents au sommet du pouvoir, mais aussi chez les maris dont les épouses lisaient au lit, donc quelques jours plus tard dans le Courrier de l'Ouest. Je t'ai demandé si je pouvais lire Madame Bovary au lit, tu m'as dit oui. Alors maintenant, les ordinateurs un peu ventrus ont été remplacés par des tablettes, donc les épouses peuvent continuer à bovariser au lit sans déranger leur époux. Mais alors, ces caricatures là, et c'est un bon indicateur du retentissement que l'opération avait eu à cette époque. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, il y a eu un bon alignement de planètes avec un certain nombre de facteurs tout à fait positifs à l'époque. Il faut se replacer au début du XXIe siècle. On est en 2000. Et alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que, comme vous le savez, la bibliothèque patrimoniale Villon possède Madame Bovary et Bouvard et Pécuchet, qui ont été donnés par Caroline, la nièce héritière de Flaubert, en 2014. Elle a donné... Il y a un problème de... Donc elle a... Oula, en effet, là, il faut peut-être que j'éloigne un peu du coup. Elle a donné le premier roman publié par Flaubert et le dernier inachevé. Il meurt avant d'avoir terminé Bouvard et Pécuchet. Et peut-être pas par hasard, ce sont les deux romans dont l'action se passe en Normandie. Donc il y avait certainement un lien entre le lieu de la fiction et puis le geste de patrimonialisation. Et alors en 2000, la bibliothèque municipale a répondu à l'appel de ce qui s'appelait le plan de numérisation des fonds patrimoniaux des collectivités locales, en mettant en avant précisément la numérisation du manuscrit de Madame Bovary. Le projet a été retenu et financé par le ministère de la Culture. Et ce financement a permis l'achat d'un numériseur et la création du site internet qui existe toujours aujourd'hui avec le soutien financier de l'université. Et du coup, la bibliothèque pouvait remplir les deux missions traditionnelles des lieux de conservation, qui sont la protection par une sauvegarde numérisée. Il existait déjà un microfilm de Madame Bovary, mais évidemment, il fallait reprendre cette numérisation à neuf.
et puis la diffusion gratuite auprès d'un public, du public le plus large. Dans la convention que nous avons signée entre l'université et puis donc la ville de Rouen et les bibliothèques, il y avait cette phrase extraordinaire dont je ne reviens toujours pas, qui était de mettre à disposition le manuscrit de Madame Bovary au monde entier. Ça figure dans la convention, au monde entier. Alors évidemment, les choses prennent une proportion grâce à Internet qu'on n'avait jamais imaginé au préalable. Donc, à partir de ce projet, la bibliothèque Villon a pu acheter un numériseur, embaucher un photographe qui était Thierry Asensio-Parvi, que vous voyez ici à l'écran. Flaubert bientôt sur le web, c'est une page de Paris-Normandie. Grâce à Internet, la bibliothèque municipale a l'intention de révéler la totalité de ses trésors. Alors, on parlait tout à l'heure de trésors, oui. À commencer par les 5000 pages, où ils exagèrent un peu, il y en a 4500, mais bon, du manuscrit de Madame Bovary. Alors, cette opération-là prend environ une année, parce qu'il faut roder le matériel qui est neuf. Et en 2003, à la fin de 2003, on a fini de numériser les 4500 pages, qui à l'époque était en formatif sur des CD-ROM, et ça prenait une armoire entière. Alors, je ne sais pas ce que ces CD-ROM sont devenus, mais maintenant, c'était avant les disques durs externes, et on numérisait, enfin on sauvegardait encore sur CD-ROM. Alors voilà une autre image de Thierry Asensio-Parvi qui est en train de régler son appareil, voilà, extrêmement minutieux. Et, voilà. Et donc, parallèlement à ce genre de choses, l'université, évidemment, s'activait. C'est l'autre acteur de l'affaire, les chercheurs du Centre Flaubert, qui ont évidemment une longue tradition de travail sur les écrivains normands, Corneille, Maupassant, Flaubert, etc., qui remontent quasiment à la création de l'université. Et puis en 2001, nous avions ouvert le site Internet Flaubert, qui est un site généraliste, donc on avait déjà une petite idée, une petite approche d'Internet et de l'informatique. Alors, ce que les chercheurs peuvent apporter par rapport aux fonds patrimoniaux, c'est trois choses. D'abord, parce qu'ils ont du temps, le classement génétique de la totalité du manuscrit, c'est-à-dire le fait de classer par ordre chronologique la manière dont Flaubert a noirci les pages. Et ça, c'est pas évident parce que le manuscrit tel qu'il se présente n'est évidemment pas un manuscrit linéaire. La deuxième chose, c'est qu'on peut mettre en place une équipe de transcripteurs. Alors, il ne faut pas être flaubertien patenté pour lire et déchiffrer l'écriture de Flaubert et pour transcrire, hein, ça, c'est pas la question, mais du coup, on a eu la possibilité de mobiliser une équipe. Et puis, c'est alors ce que vous disiez, Jean-Baptiste, c'est-à-dire mettre en place aussi pour le site les discours d'accompagnement, comment accompagner en contextualisant, en commentant la navigation à l'intérieur du site, et puis tirer un certain nombre d'observations des processus génétiques de Flaubert au travail. Alors, j'ai bien aimé ce que vous disiez sur la sacralisation de l'écrivain et la glorification. Cela dit, quand on patauge dans les manuscrits de Flaubert, on désacralise. C'était un peu le but de l'exposition, c'est-à-dire il rature beaucoup, quoi, il ne sait pas trop quel mot choisir, il fait beaucoup de fautes. Alors ça amuse beaucoup les élèves, y compris les manuels scolaires. J'ai lu un jour, on reproduisait une page manuscrite de Flaubert, puis on soulignait les fautes, et il y avait ce commentaire extraordinaire d'un collègue qui enseignait en collège ou en lycée, qui consistait à dire après avoir vu que Flaubert, grand écrivain, fait des fautes, finalement les élèves vont être décomplexés. Alors je ne sais pas trop si c'est un bon exemple à suivre, mais c'est vrai que Flaubert fait des fautes. Cela dit, il écrit pour lui-même quand il est dans ses brouillons, donc il a la liberté ou la licence orthographique. Bon. Alors, entre-temps, de notre côté, nous avions la région. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un processus rouennais-normand, quoi. C'est-à-dire que nous avons, en dehors du numériseur qui a été financé par le ministère de la Culture, on est resté dans le périmètre régional pour le financement de la totalité des opérations dont je vais vous parler. Et en particulier, c'est le cas d'une thèse de Marie Durel qui, en 2000, a soutenu une thèse qui s'appelait « Classement et analyse des manuscrits de Madame Bovary ». Et elle a passé 3 ans à reprendre la totalité des 4500 pages. Et elle est classée page par page dans la chronologie de la rédaction, en utilisant des tableaux Excel qui ont été numériquement convertibles pour pouvoir aboutir à la base de données qui a généré le tableau génétique informatisé. Donc ça, c'était un truc absolument génial parce qu'on disposait déjà de l'outil informatique qui allait générer cette base de données.
Et puis les transcriptions dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont été prises en charge par Daniel Girard, dont le nom a été cité, qui a coordonné une équipe. Alors, ça a été une aventure humaine et intellectuelle et patrimoniale absolument extraordinaire. On a travaillé pendant 2 ans, 2004-2006, pour transcrire et pour relire, parce qu'évidemment, les transcriptions ont été validées. Et là, on a eu, évidemment, Bovary, tout le monde l'avait lu, mais personne n'avait lu avant nous. Alors, intégralité, bon, on s'est évidemment divisé le travail, mais ce que Flaubert avait écrit et qu'il avait raturé. C'est-à-dire que là, on a découvert de l'inédit dans un texte édité, quoi. Il y a tout un côté comme ça qu'on a fait sortir des souterrains. L'équipe de transcripteurs, on a été 130. On a été 130, en particulier des classes qui ont été contrôlées évidemment par le professeur. Et on a eu la chance, tout au début du chantier, d'avoir une pleine page dans Le Monde des Livres et 2 pages dans Libération. Il y a un truc qui est extraordinaire qui est en train de se mettre en place à Rouen. Si vous voulez rejoindre l'équipe, eh bien, allez-y. Et donc, on a eu à la fois des Flaubertiens, Flaubertiennes patentés, comme ça, bon, c'est le métier, des doctorants, des étudiants, mais surtout des bénévoles, parce que pour lire l'écriture de Flaubert, c'est pas la peine d'être Flaubertienne ou Flaubertien, quoi. Même on s'est rendu compte que les non-flaubertiens ou flaubertiennes étaient parfois plus doués pour déchiffrer. Par exemple, il y a beaucoup de normandisme dans Madame Bovary. Bon. Et donc finalement, un transcripteur, une transcriptrice normand ou normande, ben, elle va mieux déchiffrer les normandismes qu'un flaubertien parisien, parce qu'il ne comprendra pas les mots qui sont là, quoi, voilà. Et donc on a eu 16 nationalités qui sont intervenues dans la transcription, de 16 à 76 ans, c'est pas tout à fait Tintin, mais on n'est pas loin, et avec à la fois des bénévoles totalement néophytes et puis des chercheurs expérimentés. Ça, c'était quelque chose d'absolument fabuleux, et qu'on n'aurait pas pu faire simplement si on était resté dans l'entre-soi d'un petit milieu de flaubertiens. C'est pas possible, ça. On ne peut pas transcrire. Ou alors il faut faire comme Flaubert et être l'ermite de Croisset, s'enfermer dans un monastère et puis retrouver les pratiques du scriptorium du Moyen-Âge. Sinon, c'est pas possible. Il faut, je ne sais pas si je l'ai dit, une journée entière pour transcrire une page de Flaubert à peu près, hein, parce que c'est pas facile à déchiffrer. Alors pourquoi transcrire justement? Parce qu'il n'y a pas d'OCR. Hier on parlait d'océrisation, mais l'océrisation, ça fonctionne si vous avez du texte imprimé. On n'a pas encore inventé, on aurait bien aimé, un outil de lecture optique de l'écriture manuscrite, qui aurait proposé une sorte de transcription automatique, quoi. Mais ça, peut-être que ça arrivera un jour, mais on n'a pas pu. D'abord parce que l'écriture de Flaubert change, parce que c'est pas régulier, etc. Bon, on n'a pas réussi. Peut-être qu'un jour, on y arrivera. Donc, l'écriture de Flaubert est peu lisible, il faut qu'on la rendre lisible. Mais même si on a affaire à un écrivain qui écrit lisiblement pour le 19e, pour prendre Maupassant ou Zola, qui ont une écriture quasi scolaire, quoi, qu'on lit directement, le problème après, c'est que personne ne va lire en continuité les 4500 pages et qu'il faut les rendre évidemment interrogeables par un moteur de recherche. Alors, le site de Madame Bovary, vous le connaissez sans doute, il se présente comme ça, c'est l'interface qui va évoluer avec le nouveau site dont François Vanustuis aurait pu nous parler aujourd'hui. Donc ça, c'est le site qui a été créé par la bibliothèque municipale. Hein, c'est elle qui a financé. D'où le nom de domaine qui est bovary.fr. C'est pas celui de l'université parce qu'on a choisi justement un hébergeur et un nom neutre. Alors, on rentre de 2 manières dans cet ensemble. On peut rentrer soit par la rubrique qui s'appelle feuilleter. Et là, le feuilletage, vous voyez, va énumérer les différents types de manuscrits de Flaubert, qui composent le gros dossier de Madame Bovary. Alors, Flaubert est un écrivain qu'on appelle à programme, par opposition à des écrivains qu'on appelle à processus. Alors, l'exemple au XIXe siècle, c'est Stendhal. Stendhal qui réfléchit un peu, qui se met à écrire. La première phrase entraîne la deuxième, qui entraîne la troisième, et il écrit sans plan. Et il ne sait pas où il va quand il commence à écrire. Voilà. Donc il n'y a qu'un seul jet au fond. Hein. Alors que Flaubert, lui, c'est un homme organisé. Et il passe très longtemps à faire d'abord des plans, après un temps considérable à faire des brouillons. Donc vous voyez les brouillons qui sont ici en 6, ça correspond aux 6 volumes de la reliure. Après, il recopie au propre son texte, qu'on appelle le manuscrit autographe définitif, et puis, avant de le donner à l'imprimeur, il le soumet à un copiste, et à nouveau, il corrige la copie du copie, etc. Bon. Et donc, alors, insistons sur le fait qu'une présentation de ce genre, c'est pas standard, c'est-à-dire que ça doit être obligatoirement adapté
à la méthode de l'écrivain, à son processus de travail, si vous voulez. C'est pas exportable. On peut l'utiliser pour un autre roman de Flaubert, mais pas pour un autre écrivain. Zola, ça ne fonctionnerait pas, Maupassant, ça ne fonctionnerait pas, Balzac, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'il corrige sur les placards imprimés, si vous voulez. Bon. Donc chaque écrivain a sa méthode de travail, et pour les mettre en ligne, il faut respecter cette méthode-là. Alors il manque une couche, c'est les notes de Flaubert, qu'on n'a pas mises ici. Mais pour reconstituer l'univers, si vous voulez, scriptural, si on peut dire comme ça, de Madame Bovary, il faudrait ajouter les notes de Flaubert, alors surtout pour les autres romans, elles sont assez peu nombreuses pour Madame Bovary. Mais ça, d'une certaine manière, ça pose un problème, parce que là, on a, si vous voulez, quand on déplie ces différentes entrées, on a accès à un ordre physique qui est celui de la conservation. Sauf que ça ne peut pas être l'ordre génétique pour une raison simple, c'est que les versos des feuillets chez Flaubert, des pages, ne sont jamais dans la continuité immédiate du recto. Pour une raison simple, c'est qu'il passe son temps à recopier. Or, il ne peut pas recopier au verso ce qu'il a écrit au recto, parce qu'il faudrait qu'il retourne sa page tous les 3 mots. Bon. Donc, il écrit ces versions recopiées sur des rectos, et puis après, par économie, il réutilise le verso, mais très longtemps après. Et donc, par la numérisation, il faut évidemment séparer le recto du verso. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ajoutons, pour compliquer les choses, que quand Flaubert recopie une page, il la retourne tête bêche. Donc, si vous feuilletez dans l'ordre de la conservation, ma foi, il faut retourner votre écran ou utiliser le moteur. Donc, ça ne va pas. Hein. Il faut obligatoirement séparer les folios d'une manière virtuelle, bien entendu, pour pouvoir les classer. Et la consultation n'est pas linéaire, ce n'est pas un livre ou ce n'est pas un manuscrit unique. Alors, effectivement, pour le manuscrit définitif, dans la mesure où là, Flaubert ne recopie que sur le recto, et puis il n'y a pas plusieurs états pour chaque page, là, on peut faire défiler les pages. Là, il y a une linéarité. Mais pas pour le brouillon, bien entendu, puisqu'il est raturé, il n'est pas stabilisé, et puis les états successifs vont s'empiler jusqu'à la version finale. Et c'est justement ce que va permettre l'entrée consultation, parce que la consultation va permettre d'accéder à la totalité du texte par un moteur de recherche qui a été spécialement adapté, parce qu'il y a évidemment des millions de signes, et si vous tapez le nom d'Emma, vous allez avoir 3000 résultats, comme Emma il y a déjà 300 ou 400 occurrences dans le texte final, mais il faut multiplier par 10 par le nombre de versions au brouillot, bien entendu. Donc, on a un moteur de recherche qui permet de sélectionner les différentes strates dans le manuscrit. Et puis, alors, sur les tableaux génétiques, dont je vous parle depuis le début, et il est temps d'aller voir à quoi ça ressemble. Voilà un tableau génétique qui se présente un peu comme une grille de mots croisés. Et en abscisse, c'est-à-dire sur l'axe horizontal, vous avez la succession des 487 pages numérotées du manuscrit définitif de Flaubert, c'est-à-dire on a pris comme base de référence les pages du manuscrit définitif, hein, qui sont ici en couleur. Alors je ne sais pas trop comment vous la voyez, c'est marron qu'en partant du haut, il y a du violet vert, et puis c'est la ligne du dessous. Au-dessus, vous avez le manuscrit du copiste, et puis au-dessus, le F qui est la version imprimée. Hein. Et donc, l'axe horizontal nous permet de parcourir le roman depuis le début, depuis la première phrase jusqu'à la dernière. Là, on est dans le déroulement linéaire du récit. Et puis, à la verticale, on a des carottes un peu géologiques ou archéologiques, c'est-à-dire qu'on a les colonnes d'états, on ne parle pas de version, mais d'états parce qu'ils sont instables, d'états empilés en partant du bas, qui est la première version qu'on a retrouvée, et en allant vers la version misonnette, un peu comme les couches historiques ou géologiques. Alors, chaque folio est matérialisé par un élément cliquable, dont la longueur est proportionnelle à la quantité de matière romanesque qui est travaillée dans ce folio-là. Et alors, évidemment, tous les éléments sont cliquables, et vous pouvez ouvrir. Donc là, c'est la manière dont les choses se présentent. Donc, je n'insiste pas sur la technique de la transcription, ce qu'on appelle une transcription diplomatique, enfin à peu près diplomatique. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais qui est une aide à la lecture du manuscrit par la disposition. On respecte la disposition spatiale des mots dans la page. Et alors, autre présentation, là on est dans le manuscrit définitif. Vous voyez en haut à gauche
un instrument de navigation qui s'appelle les séquences, c'est-à-dire que quand vous êtes sur n'importe quel folio, vous pouvez retourner sur la liste des séquences. Là, on est dans la séquence numéro 70, et donc vous retournez sur la tranche verticale du tableau génétique pour pouvoir ouvrir la totalité des folios qui se rapportent au même passage du manuscrit définitif. Donc vous pouvez suivre dans l'ordre chronologique les différentes écritures. J'ai cadré un peu trop haut. Chaque transcription est signée par le transcripteur, ce qui était une manière de reconnaissance et puis en même temps de motivation, parce que quand le transcripteur voyait son nom qui s'affichait, ça le motivait pour continuer et pour reprendre d'autres séquences, bon, parce que c'était un peu compliqué, même à 130, de terminer l'affaire. Évidemment, l'auteur est un auteur collectif avec une utilisation ouverte à fin non commerciale, en précisant la source. Précisons évidemment que les images restent la propriété, ça c'était signé dans la Convention, enfin, reste la propriété de la bibliothèque municipale, que nous n'avons pas le droit d'en faire commerce. Et lorsqu'on nous demande l'autorisation de reproduire une image, on renvoie systématiquement, bien sûr, à la bibliothèque. On demande simplement que les chercheurs qui utilisent les transcriptions mentionnent le nom du transcripteur et puis la source générale. Vous voyez aussi apparaître en haut à droite, alors c'est un peu petit, c'est dans la barre grise comme ça, une entrée qui s'appelle suggestion. Ça, c'est un appel au lecteur qui serait plus malin que nous et qui aurait repéré une faute de transcription, parce qu'évidemment, dans les millions de caractères, même si ça a été relu, il en reste. Et puis également les illisibles. Il y a un certain nombre d'illisibles, puisque Flaubert parfois rature d'une manière très grasse, et on n'a pas toujours réussi à lire ce qui était sous les ratures. Et donc, de temps en temps, on a quelqu'un qui dit « Ah, j'ai trouvé, j'ai deviné sous la rature le mot », et donc voilà, on corrige en permanence. Le problème avec Internet, c'est que c'est jamais fini. C'est jamais fini, même dans un dossier clos et fermé comme celui-là, la preuve, bon, voilà. Et plus, alors les problèmes d'obsolescence informatique que vous connaissez, j'en parle pas. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste là. 5 minutes. Alors, je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Ah oui, alors ça, c'est issu de la thèse de Marie Durel. C'est ce qu'on appelle un profil de développement. Donc, vous retrouvez ici en abscisse les 487 pages du manuscrit, vous voyez. Et puis, en ordonnée, de 0 jusqu'à 50, le nombre de brouillons qui s'empilent. C'est à peu près entre 3 et 50. Et alors, le 50, vous voyez, ça correspond, la flèche, là, que vous voyez, à peu près aux 2/3 du roman, eh ben, c'est la flèche de la cathédrale, si je puis dire, de Rouen. C'est le passage de la visite, de la rencontre dans la cathédrale de Rouen. C'est ce qui a occasionné le plus de soucis à Flaubert. Pourtant, bon, la cathédrale, il devait la connaître, mais il ne suffit pas de faire connaître la cathédrale pour pouvoir écrire l'épisode. Voilà. Et donc voilà, c'est la base de données qu'elle a alimentée permet de sortir ce genre de graphique, ce qui vous montre effectivement la complexité et l'impossibilité d'une exposition simplement linéaire. Et puis alors Daniel Girard, dont on parlait, a mis en place pour les scolaires un atelier Bovary qui est essentiellement réservé à la recherche, où on a extrait à la main un certain nombre d'informations. En particulier, vous voyez dans la partie atelier, là, sur votre gauche, les notes de régie. Alors, on les a sélectionnées et balisées. Les notes de régie, c'est que Flaubert est tout à fait passionnant parce qu'au fur et à mesure qu'il écrit, il se donne des autoconsignes. Faire ceci, faire cela pour plus tard, pour la reprise. Et donc, on les a extraites, il y en a, je sais pas, 150, y compris parfois très tard, pas seulement dans les plans et scénarios, mais très tard dans le manuscrit. Et ça dégage une sorte de poétique romanesque avec les autoconsignes que Flaubert se donne, enfin les conseils, en quelque sorte, qu'il se donne à lui-même pour progresser dans son texte. Les normandismes, les comparaisons. Alors vous avez une base de données qui travaille à la mise en relation entre les comparés et les comparants dans le texte, y compris dans le texte non publié. On va puiser dans les manuscrits, et pas seulement dans ce qui est publié. Les passages censurés, c'est-à-dire les 72 passages qui ont été caviardés par les premiers lecteurs de Flaubert avant la prépublication dans la Revue de Paris. Donc vous pouvez les afficher ici à la file. Et puis les normandismes dont je parlais tout à l'heure, y compris les normandismes qui ne se trouvent pas dans le texte définitif. Donc ça, c'est un instrument très précieux qui nous a valu d'être au centre de l'épreuve du bac anticipé pour les sections littéraires il y a quelques années. Madame Bovary était au programme et non seulement le texte imprimé, mais aussi le site qui était recommandé dans les instructions officielles. Et d'ailleurs,
le sujet d'examen final portait sur les manuscrits, au sens où Flaubert avait imaginé que Homais, à la fin de son roman, il faisait ceci et cela. Finalement, il n'a pas conservé dans le texte final. Comment est-ce que vous expliquez cette exploitation? Donc là, on était très heureux de voir que le travail qu'on avait fait, qui pouvait être un travail savant, finalement servait aussi à la pédagogie et aux profs. Et puis, comme on a eu peur de s'ennuyer, on a remis le couvert avec Bouvard et Pécuchet à partir de 2007, 2008, donc avant l'inauguration en 2009, jusqu'en 2013 aussi. Vous voyez, on a passé 5 ans, avec une équipe un peu plus réduite, 30 transcripteurs seulement. Alors, il faut dire que Bouvard et Pécuchet, ça n'a pas déplacé les foules, quoi. C'est un roman évidemment moins connu. Il y a moins de pages, on est à 2700 si je me souviens bien. Pour le premier volume, on a travaillé sur le roman. Vous savez qu'il y avait un deuxième volume en préparation, ce qu'on appelle les dossiers de Bouvard et Pécuchet. Alors ça, c'est Stéphanie Dorcroulet avec une équipe internationale à Lyon qui s'en est occupée. Elle a mis en ligne, il y a un superbe site. Et alors nous, on s'est occupé du premier volume. Le problème, c'est que Flaubert, en vieillissant, a une écriture de plus en plus illisible. Madame Bovary, on peut encore lire. Bouvard et Pécuchet, une écriture crispée comme ça, petite écriture très difficile à déchiffrer. Et puis, il y a, comme vous l'imaginez, énormément de termes scientifiques, puisque c'est une revue comme ça de toutes les sciences. Et donc, c'est un peu compliqué d'aller là-dedans. Et puis enfin, après l'inauguration de Bouvard et Pécuchet, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on était en 2013 et on s'est dit, voilà, il nous reste un dossier qui est celui de la correspondance. Alors, très différent, bien sûr, parce que, les lettres sont dispersées. Et alors que la chance, c'est que Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet, le manuscrit est quasiment intégralement ici, quoi. Il y a des bribes ailleurs, mais bon. Et puis c'est un corpus ouvert, parce qu'on continue à trouver des lettres inédites de Flaubert qui passent en vente ou dans des fonds en particulier. Aux États-Unis, parfois des fonds qui n'ont pas été répertoriés, encore que maintenant, grâce à l'inventaire Internet, on retrouve tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis alors surtout, ce qui est très différent, c'est qu'évidemment Flaubert, sauf exception, ne fait pas de brouillon. Donc là, on n'a pas de tableau génétique avec différents états, mais on a d'autres systèmes de navigation. Alors vous voyez, en plus, là Flaubert est bien servi. Je parlais tout à l'heure de Première mondiale. Flaubert est le seul écrivain de langue française à avoir une édition intégrale de sa correspondance en ligne. Correspondance vraiment générale, c'est-à-dire qu'on a la correspondance qu'on appelle active et passive, c'est-à-dire qu'on a aussi les lettres reçues par Flaubert. Donc on est à 4000, ça c'est une saisie d'hier, on est à 6946 lettres au total, 4508 lettres envoyées par Flaubert et 2438 lettres reçues par Flaubert. Et dans les lettres inédites, à partir de la dernière édition de la Pléiade, le 5e volume qui est apparu en 2007, on a 212 lettres qui sont inédites depuis 2007. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, voilà comment les choses se présentent. Donc, on a la même technique, évidemment, de visualisation avec la lettre lorsqu'on l'a retrouvée, parce qu'évidemment, il y a des lettres qu'on n'a pas retrouvées encore, la transcription en regard. On peut rentrer, évidemment, par ordre chronologique, qui est l'ordre traditionnel des éditions papier, mais aussi par correspondant. Alors là, vous avez le haut des deux colonnes, donc l'ordre alphabétique ne se suit pas parce qu'évidemment la première colonne se prolonge. Flaubert a eu 250 correspondants environ, et vous avez immédiatement la possibilité d'afficher Edmond About, qui était auteur célèbre de l'époque, bien oublié. Il y a 6 lettres, et il y en a 4 à Flaubert et 2 de Flaubert, donc si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur ces 6 lettres-là qui sont classées par ordre chronologique, et vous avez ainsi reconstitué un fil de conversation entre les deux auteurs. Et puis alors bien sûr par lieu de conservation, ça c'est pour faire un clin d'œil à la bibliothèque patrimoniale qui a terminé la numérisation gracieusement des lettres qui sont là pour le projet. Donc c'est classé par ordre alphabétique, mais si vous regardez par ordre décroissant, c'est la bibliothèque de l'Institut de France avec 3392 lettres qui arrivent en tête. Normal, parce que Caroline Comenville a donné à cette institution les lettres qu'elle possédait. Ensuite vient la Bibliothèque nationale avec 600 lettres et la Bibliothèque de Rouen avec 300 lettres. Et je crois que j'ai à peu près terminé. Oui, alors on a fait également à la main un index thématique. Il y a une centaine de thèmes qui sont regroupés vous voyez, dans 4 grandes catégories, et chaque catégorie se subdivise elle-même. Donc, par exemple, si on va dans les œuvres, on a œuvre par œuvre un classement en fonction d'un certain nombre de thèmes. Pour Madame Bovary,
progression, c'est-à-dire qu'on suit la genèse, les difficultés esthétiques rencontrées, la documentation utilisée par Flaubert, les considérations esthétiques, l'édition, la première édition, les 2 éditions, pré-publication et l'autre, et puis la réception. Et là, quand on ouvre, on a des résultats qui sont pré-balisés, parce que évidemment, ces résultats-là, on ne peut pas les trouver par le moteur de recherche simple, parce qu'un thème ne se réduit pas à un mot. Donc on peut pas voilà. Quand Flaubert dit j'avance dans mon roman, le roman, on sait à la main qu'il est en train d'écrire Madame Bovary, mais du coup il faut indexer manuellement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un gros travail qui a été mené par Daniel Girard. Et puis alors, quelques mots sur le... Non, j'arrête. Si, quelques mots. Nouveau site, alors dont François Vannucci aurait voulu. Évidemment, le site a vieilli sur le plan de l'esthétique, de la technologie, etc. Il fallait donc le restructurer. Alors voilà à quoi il ressemble, ce site-là. L'ancien site est toujours accessible, mais il est pour l'instant figé. On ne peut plus l'alimenter, mais on peut le consulter. Le nouveau site, voilà à quoi ressemblait. Vous voyez, c'est autre chose quand même. Hein, c'est beaucoup plus moderne, avec une rubrique actualité. Et puis je sais que François aurait voulu que l'on parle des 2 grandes rubriques nouvelles, c'est-à-dire une rubrique atelier avec un atelier de traduction. Et j'ai mis en dessous, j'ai développé cette image avec les traductions. Alors vous voyez une traduction, la première traduction de Bouvard et Pécuchet en langue thaï, ça n'existait pas, donc vous allez pouvoir lire Bouvard et Pécuchet en langue thaï, ça c'est pour la dimension ouverture internationale. Un atelier de lecture à haute voix, un atelier de création littéraire et un atelier pédagogique. Et puis, ça, ce sera dans la rubrique laboratoire, dossier de recherche, ressources par œuvre, actes de colloque et recension. Et puis, je termine enfin par ce qui sera la rubrique manuscrit. Et pour l'instant, on n'est pas alimenté. On espère que ça sera mis en ligne pour la fin de cette année. Mais vous voyez, il y a 3 gros chantiers à modifier en récupérant la totalité des images et surtout entre les liens et dans une navigation qui respecterait l'ancienne. Et ça, c'est un gros travail parce que la technologie a évolué et on n'est plus du tout dans le même système de codage. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc c'est un énorme travail qui est encore en cours pour le site Flaubert, avec l'intégration de tous ces sites qui existaient et qui vont ensuite être basculés dans le site Flaubert, donc qui va vous occuper donc les 5 prochaines années, si on a bien compris, au moins en tout cas. Moi j'ai une question concernant le site de la correspondance. Qui est un site qui est ouvert depuis plusieurs années et qui lui aussi est un site qui est continuellement modifié, continuellement enrichi par de nouvelles découvertes, des feuillets qui passent en vente, des lettres qui avaient été caviardées et dont on redécouvre après les œuvres, le feuillet original ou les éléments qui sont manquants. Donc ça suppose tout un travail de veille, comment ça s'organise et comment vous avez aussi négocié avec les différentes collectivités ou les particuliers qui possèdent des lettres, parce que là, l'exemple qu'on a vu, on avait une lettre transcrite, la photographie, et puis après une lettre transcrite. Enfin, comment ça s'organise plus précisément ? Oui, je disais tout à l'heure que ça n'est jamais fini, mais du coup, c'est une citation de Flaubert. Il dit « La prose, ça n'est jamais fini ». Enfin, on n'a jamais terminé une phrase, quoi. Et pour nous, c'est pareil, et d'autant plus pour la correspondance, parce que, vous voyez, pour Madame Bovary et Bouvard et Pécuchet, on a fait le tour, comme je disais, on corrige de temps en temps quand un visiteur aimable nous dit « Ah ben là, il y a une faute » ou « Là, j'ai réussi à lire quelque chose ». La correspondance, ce sera vraiment un travail infini, comme tu le disais à l'instant, parce qu'il y a toujours des lettres qui sortent. Il y a en moyenne 10 lettres inédites de Flaubert qui passent en vente tous les ans. Dizaines de lettres. Hein. Ou bien on découvre des manuscrits, parce qu'ils passent en vente, de lettres qui étaient déjà éditées, mais depuis très longtemps. Alors quand l'éditeur Connard, il s'appelait Connard, Louis Connard, c'était le grand éditeur de son temps, bon, quand il publie une lettre, il le publie avec des normes de transcription qui étaient celles de l'époque. C'est-à-dire en normalisant toute la ponctuation, en développant. Et puis quand Flaubert écrit un mot pas très convenable, or vous savez qu'il n'est pas toujours très convenable, et bien évidemment le mot est remplacé par un synonyme, ou il a été, bon, etc. Et donc nous, on n'a plus ces pudeurs-là, et on transcrit. Donc
même quand le texte a déjà été publié, si on retrouve, si l'autographe passe sur le marché, évidemment, on va le retranscrire. Donc ça suppose une veille permanente. Il faut faire une alerte Google, quoi, et puis une alerte à Drouot Estimation. Donc à chaque fois qu'il y a une lettre qui passe en vente, on est signalé. Et puis par ailleurs, depuis 20 ou 30 ans qu'on travaille dans l'affaire, on s'est fait des copains. Des copains en particulier à la BNF qui regardent toutes les ventes. Alors, celles qui sont les plus courantes, on est alerté, mais pour les ventes un peu confidentielles, en particulier en province, voilà. Et puis, on est devenu amis avec les marchands d'autographes. Alors, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'ils nous envoient la numérisation de l'image. En général, d'ailleurs, maintenant, elle est en ligne. Alors, ce qui est formidable, c'est que les lettres vendues, vous les récupérez sans problème de droit parce qu'elles sont mises en ligne dans les catalogues. Et puis en échange, quand c'est une lettre inédite, on les aide à dater, parce que Flaubert, l'horreur, il date jamais ses lettres, ou à identifier un destinataire quand il est inconnu pour une lettre inédite. Donc voilà. Et puis alors pour les conventions, oui, on a beaucoup travaillé, en particulier avec la BNF, qui avait déjà commencé à numériser des images de lettres, mais sur les 600. Mais du coup, quand on est allé voir le conservateur Guillaume Four en lui disant voilà, on est en train de mettre en place un projet, on lui a donné des sous. Et il a accéléré la numérisation. Pratiquement maintenant, toutes les lettres de Flaubert sont numérisées. Et même chose pour la collection Lovenjoul. Il y avait 3000 et quelques lettres, pas numérisées. L'Université de Rouen a trouvé de l'argent. On a donné 10 000 euros à l'Institut de France. Ils ont numérisé l'intégralité des lettres. Alors maintenant, ils les ont mises en ligne sur leur base de données qui s'appelle Minerva, qui est la base de données de l'Institut de France. Et alors on a signé une convention et puis en même temps on a récupéré l'autorisation de mettre ces lettres-là en ligne. Et puis convention évidemment avec la bibliothèque municipale qui elle aussi a gracieusement terminé la numérisation des lettres alors qu'elle avait déjà commencé. Et puis surtout on a fait un travail très fin de prospection auprès des petites bibliothèques. Alors par exemple la bibliothèque de Melun possède 3 manuscrits de Flaubert et nous envoyé. Alors voilà, c'est tout un réseau au fond, le réseau épistolaire que Flaubert avait, dont on l'a reconstitué dans le réseau de conservation. Voilà.